Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Pendant que les réseaux sociaux et une partie des médias débattent sur le salut nazi ou non d'Elon Musk pendant son discours lors de l'investiture de Donald Trump, ce lundi 20 janvier à Washington, un nouvel ordre américain et donc mondial se met en place à coups de décrets paraphés par Donald Trump. Ainsi, aussitôt investi, le 47e président des États-Unis a signé 26 décrets, 12 mémorandums et 4 proclamations sur le droit du sol, sur TikTok, sur l'OMS, sur la justice, sur les accords de Paris, les personnes trans et j'en passe. Des décisions plus ou moins vagues, plus ou moins constitutionnelles aussi, qui donnent un avant-goût de ce que sera la présidence Trump, de son modèle de société et de sa vision du monde. Et c'est bien de ce futur qui s'ouvre à nous, de ces 4 prochaines années que nous allons discuter aujourd'hui, Jean-Marie et Alain. Quels sentiments vous laissent les premiers jours de ce nouveau mandat de Donald Trump, Jean-Marie ? Les sentiments de quelqu'un qui était prêt. À la différence de son premier mandat, il a cette fois bien préparé son affaire, avec sûrement beaucoup d'équipes qui ont tourné pour que toutes ces batteries d'ordre exécutif soient présentées et soient signées dans la foulée. On comprend qu'il aille vite, d'ailleurs, pas seulement parce que de tradition, y compris en France d'ailleurs, quand vous êtes élu, il vaut mieux agir vite, et parce que vous avez 6 mois, 9 mois parfois d'état de grâce, et à l'intérieur duquel vous pouvez avancer plus vite que la normale. Mais là, je pense qu'il y a aussi un facteur américain qui est la perspective rapide de nouvelles élections, à savoir les élections de mi-mandat qui auront lieu dans 2 ans. Donc, dans cet intervalle qui nous sépare des élections de mi-mandat réputées habituellement négatives ou défavorables au pouvoir en place, on comprend qu'il accélère et qu'il tienne compte de cela. En vrai professionnel, d'ailleurs, de la politique. Sinon, ce qui me paraît, moi, fondamental, c'est que il préside à un pays dans une situation que, très précisément, les pères fondateurs, il y a 2 siècles, avaient voulu éviter. Ils avaient voulu éviter une nouvelle monarchie. Or là, on a bien vu lors de l'inauguration, on avait le roi et sa cour qui est essentiellement sa parentèle d'ailleurs. En dehors d'Elon Musk et de quelques milliardaires, c'est sa parentèle qui est là et qui est promise à des destins tous plus rutilants les uns que les autres. Ils avaient voulu éviter donc une monarchie, ils avaient voulu éviter l'homme providentiel. Il se méfiait beaucoup de l'idée même de présidence, et voilà que lui, non seulement se présente comme cela, puisqu'il dit même que Dieu l'a choisi pour défendre l'Amérique après l'attentat manqué contre lui. Et par ailleurs, c'est un système établi par les 10 pères fondateurs qui est un système profondément équilibré, où un pouvoir arrête un autre pouvoir. Et cet équilibre des pouvoirs, avec lui, pour le moment, disparaît complètement. Et donc, il n'y a plus, apparemment, pour le moment, de contre-pouvoir. Ils vont se réveiller, parce que c'est un État fédéral, et donc certains des États vont avancer peut-être même mettre en place des formes de résistance. Mais pour le moment, c'est un pouvoir sans limite, associé à une brutalité dans le verbe, qui, à mon avis, est évidemment à l'opposé de ce que les pères fondateurs avaient voulu. Donc c'est ça, moi, qui me frappe le plus. Un pouvoir sans limite, dit Jean-Marie Alain. Pourtant, on voit bien que parmi les décrets qu'il signe, il y en a qui sont anticonstitutionnels. Je pense au décret sur le droit du sol, qui supprime le droit du sol, qui va à l'encontre du 14e amendement de la Constitution américaine. En fait, tout ce qu'il prend comme décision actuellement peut être contesté, va être contesté. Qu'est-ce que ça dit de sa vision de la démocratie, de sa manière de gouverner le pays ? Ça dit qu'il se croit encore dans le business. C'est sa façon de faire. L'outrance, la provocation. On est là, chacun, de part et d'autre de la table. Et j'abats mes cartes. Il est ivre de sa puissance, totalement ivre, sous de pouvoir et de sa puissance. Il a la Chambre des représentants, une toute petite majorité, de quelques sièges, mais enfin, qu'il perdra sans doute, comme a dit Jean-Marie, dans 2 ans. Il a une majorité plus confortable, avec 53 sénateurs sur 100. Il a la Cour suprême qui lui est acquise. Et puis, il a à côté de lui le coprésident, qui n'est pas le vice-président, le coprésident qui est Elon Musk. Et donc, ces 2 hommes en sang qui sont pris dans une sorte de délire de pouvoir. Tout nous est permis. Pendant 2 ans au moins, et on va en profiter, tout nous est permis, nous pouvons tout faire, pas simplement aux États-Unis, mais dans le monde aussi. On sort de l'accord sur le climat, on sort de l'Organisation mondiale de la santé, on baisse notre contribution à l'ONU, tout le système inventé par les Américains. Ils essayent de le détruire ou de le marginaliser totalement. Mais ils en ont vraiment le pouvoir de ça, Alain ?
La preuve, c'est qu'ils sont en train de le faire. Sortir de l'Organisation mondiale de la santé parce que, soi-disant, elle est trustée par les Chinois, c'est la plus mauvaise manière de faire, si vous voulez. On va être confronté à une pandémie. Peut-être que l'OMS a mal géré la pandémie, mais elle a dû apprendre entre-temps. Et malgré tout, elle a pour elle son universalité. Ça compte, ça. Non, pour eux, pour les États-Unis de Donald Trump, ça ne compte pas. Et on réduit la contribution à l'ONU parce qu'il faut bien comprendre que parallèlement à cette ivresse du pouvoir et de la puissance, rien ne va nous résister. Même le sol, même la terre, on va puiser du pétrole, du gaz, puis on ira sur Mars, planter le drapeau américain sur Mars aussi. Mais parallèlement à tout ça, il y a chez Trump et peut-être chez Musk aussi une paranoïa invraisemblable. Pourquoi on fait tout ça ? Parce que tous les autres pays ont profité de nous. Tout le monde, c'est bien connu, a profité des États-Unis. Les États-Unis, c'est bien connu, n'ont jamais profité du système international qu'ils ont mis en place. Au contraire, ce système fait qu'on les vole, qu'ils sont soumis, etc. Donc il y a véritablement une conjugaison de deux pathologies, qui est l'ivresse du pouvoir, qui se nourrit d'une paranoïa. Tout le monde est contre nous, tout le monde profite des États-Unis, et les États-Unis ne profitent de rien, ils sont réduits, comme chacun sait, à la misère et à l'absence de puissance politique. Donc c'est quand même un discours hallucinant et ahurissant. Si vous voulez, on ne peut pas faire de psychologie de comptoir, bien entendu, mais là c'est même pas de la psychologie de comptoir, puisqu'il faut écouter ce qu'ils disent. Trump dit: tout le monde a trompé et grugé les États-Unis, et particulièrement les Européens, particulièrement les Alliés, les Sud-Coréens, les Japonais. Tout ce système d'alliance n'a servi qu'à une chose: profiter des États-Unis. Donc c'est ça qui m'a frappé un peu, c'est ce mélange. Et aussi un troisième élément, si vous voulez, qui m'a frappé, c'est qui est derrière lui au deuxième rang. Normalement, il aurait pu mettre les élus républicains. Les deux présidents, celui qui va présider la Chambre des représentants, ou bien le Sénat. Il aurait pu mettre l'ancienne administration, ça aurait été élégant. Par exemple, non. Il met les 3 oligarques et sa famille. Lesquels 3 oligarques ont très largement présidé à la sélection des candidats. Alors, si vous voulez, on me dit que c'est une oligarchie, c'est encore plus simple que ça. Ils sont au gouvernement. C'est comme ça, ils sont au gouvernement. C'est tout ce qu'on avait reproché au système russe il y a quelques années. C'est-à-dire vous pouviez être au gouvernement et être en même temps le PDG d'un grand groupe énergétique. Donc on a là quand même un pouvoir américain qui a un profil tout à fait étonnant. Vous me direz, ça durera que 2 ou 4 ans, mais pour le moment, voilà, c'est là. Ça ne durera que 2 ou 4 ans. Tous les deux, vous avez parlé des élections de mid-term, où les démocrates pourraient éventuellement reprendre la main au niveau législatif, mais est-ce qu'on peut encore avoir confiance en la bonne tenue de ces élections, vu l'Amérique que est en train de dessiner Trump avec l'aide de Elon Musk? Il y a plusieurs problèmes. Il y a d'abord l'état de santé des démocrates eux-mêmes, qui manifestement sont devant un chantier important, qui est de reconstruction et de reconnexion. Pour l'instant, on avait l'impression que le discours des démocrates était uniquement, presque à la limite, un discours universitaire et pas du tout un discours à hauteur de ce que pouvaient être les préoccupations des Américains. Donc il y a cette question-là. Il y aura certainement des figures qui surgiront dans le Parti démocrate et on verra comment les choses peuvent se reconstruire. Mais ça n'est pas donné d'avance, d'autant que pour le moment, en tout cas, Trump bénéficie d'une popularité totalement inédite et qui ne cesse de monter. Donc le discours démagogique paye. Donc il faut tenir compte évidemment de cela. Après, c'est vrai qu'il y a eu dans la pratique de Donald Trump et des républicains dans certains États des manipulations, y compris du corps électoral, qui laissent planer d'ailleurs le doute sur, en effet, ce que pourrait être la l'égalité ou la justesse ou la vérité de certains scrutins. Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette tentation existait, d'autant que il a lui-même, dans l'élection précédente, avant d'être élu cette fois, il a lui-même tenté d'influencer le processus électoral, notamment. On se souvient de l'épisode de la Géorgie où il demandait simplement qu'on lui ajoute les 10 ou 12 000 voix qui lui manquaient.
Donc, en effet, avec cet état d'esprit-là, on peut douter de la sincérité du scrutin ou des scrutins. On verra. Alors, on peut dire, oui, mais il y a le Congrès, il y a les élus, etc. Simplement, on parle de la mauvaise santé du Parti démocrate, mais on pourrait parler aussi de la mauvaise santé du Parti républicain, parce que plus personne ne semble avoir idée au sein de ce parti, aujourd'hui, tel qu'il est représenté, de ce qu'étaient les valeurs que prétendait ou souhaitait défendre l'Amérique. Même à l'époque de Ronald Reagan, ces valeurs étaient proclamées. Aujourd'hui, elles ont disparu. Donc on peut se dire, que reste-t-il du Parti républicain? C'est autre chose, c'est un autre parti, c'est une autre idéologie. Ça ouvre une période de très grande incertitude. Alain, vous avez expliqué que Donald Trump s'en prenait principalement à ses alliés, qu'il accuse d'avoir vécu sur le dos de l'Amérique, et évidemment, l'Europe est la première visée. L'Europe qui se retrouve prise dans un triple étau entre Chine, États-Unis et Russes, un monde où ce n'est plus vraiment le dialogue et la démocratie, le compromis qui compte, mais la brutalité. Est-ce que l'Europe peut exister actuellement telle qu'elle existe dans ce monde où le rapport de force sera la règle? Regardons, observons déjà ce qu'il demande à l'Europe. Qu'est-ce qu'il demande à l'Europe? Donc, en principe, nous sommes alliés. On pourrait avoir des conversations, on pourrait ouvrir des forums, dire il y a des choses qui vont ou qui vont pas. Nous sommes non seulement des alliés, mais nous sommes aussi le principal marché pour de débouchés des exportations américaines. Et le flux d'investissement et de commerce est gigantesque entre l'Europe et les États-Unis. Il est du même ordre que celui qui existe entre la Chine et les États-Unis. Encore, on pourrait penser, non, ça se présente pas du tout. Ça se présente à la Trump, c'est-à-dire je mets sur la table ce que je veux et je ne veux plus que les multinationales américaines, notamment celles du numérique, soient soumises aux droits de la concurrence européen. Je ne veux plus de ces sanctions que vous avez prises et qui peuvent monter jusqu'à 800 millions ou 900 millions d'euros que vous avez prises contre les GAFAM parce que vous estimiez qu'à un moment ou un autre, ils étaient en situation de monopole. Je ne veux plus non plus des règles fiscales européennes ou même votées par l'OCDE, y compris par les États-Unis, pour empêcher qu'une multinationale délocalise son siège social, par exemple, en Irlande, alors qu'elle fait l'essentiel de son chiffre d'affaires en France et en Allemagne. Ça, c'est pas permis non plus. Nous ne voulons plus que les multinationales américaines qui opèrent en Europe soient soumises à ce genre de restrictions. Ce qui fait, en fait, c'est une vassalisation de l'Europe aux intérêts américains. Enfin, nous ne voulons pas un troisième angle. Nous ne voulons pas non plus que les régulations que vous imposez au numérique, et notamment aux réseaux sociaux, soient aussi imposées aux réseaux sociaux américains en Europe. Nous ne voulons pas de votre régulation du numérique. Nous n'en voulons pas. Nous considérons que c'est de la censure. Et donc, il y a tout ça, si vous voulez. Et il nous met sous la table dès le début. Si vous ne cédez pas dans la négociation sur tous ces points-là, moi je vous mets des droits de douane. Et d'ailleurs aussi, si vous n'achetez pas suffisamment de gaz naturel américain, je vous mettrai aussi des droits de douane. Et il va même plus loin. Ça faisait il y a 2 jours la une du Financial Times, qui consistait à dire, si nous ne sommes pas contents d'un pays européen, eh bien c'est bien simple, ces ressortissants vivant aux États-Unis, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises, je doublerai les impôts auxquels ils sont sujets. Voilà comment se présente la négociation. Donc, vous pouvez dire, c'est une position de négociation, c'est une position de départ. Donc, l'Europe, elle a des atouts à faire valoir, elle a aussi des leviers de pression, notamment le marché qu'elle constitue pour un grand nombre d'entreprises américaines. Mais voilà comment ça se présente. Malheureusement, même si en matière commerciale, c'est l'Union européenne qui s'est fédéralisée, c'est-à-dire que le Conseil européen, les premiers ministres et les chefs d'État donnent un mandat au commissaire chargé du commerce extérieur. Et lui, c'est lui qui négocie tout seul au nom des 27. Alors, moi, je pense que le risque, c'est l'ordre dispersé. On voit bien, il a déjà invité une chef d'État européen, Premier ministre, Mme Meloni, mais il n'invite pas les autres. Oui, on voit bien la différence qu'il y a de réaction, que ce soit Meloni ou Orban d'un côté, et puis Ursula von der Leyen ou le chancelier allemand de l'autre. La France qui reste quand même assez discrète en retrait pour l'instant. Donc c'est vrai que le risque de division est le principal risque pour les Européens.
C'est ça. Et les premières réactions sont très mauvaises. C'est-à-dire que ce soit Madame Lagarde, alors elle a rectifié, elle a corrigé le tir, mais enfin, la première réaction était la même que celle de Madame von der Leyen, c'est-à-dire catastrophique. C'est-à-dire de tout de suite, bah oui, bien sûr, on va acheter du gaz américain, on n'achète plus de gaz aux Russes, on va acheter notre gaz aux États-Unis. Mais vous commencez pas avec Donald Trump une négociation comme ça, par lui dire qu'il a gagné, parce que lui, il comprend pas ça, ou il en profite pour vous écraser encore un peu plus. Donc, voilà, on va voir maintenant, dans les semaines qui viennent, quelles sont les capacités de l'Europe à se faire entendre et à se faire respecter face à des demandes qui relèvent de l'ivresse de pouvoir et d'une volonté de soumission de ce qu'on peut même plus appeler les alliés. Parce que tout est lié dans son esprit. Si vous m'embêtez sur tous ces domaines que je viens d'évoquer, à ce moment-là, moi, vous savez, je peux plomber l'OTAN, hein. Et comme les Européens ont peur et sentent qu'ils ont éminemment besoin pour assurer leur sécurité de l'OTAN, ce dont on pourrait discuter avec Donald Trump, par ailleurs. Mais enfin, les Européens, ils sentent bien que leur sécurité, c'est quand même très largement les États-Unis. Eh ben, comment dire, ils sont prêts à aller à la soupe. Rappelez-vous, le premier mandat de Trump, il décide de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Et quelle est la réaction instinctive et immédiate d'Emmanuel Macron? Let's make the planet great again. C'est une réaction saine et salutaire en disant, nous, on va continuer, on va accentuer notre marche en avant dans ce domaine. Là, il vient de refaire la même chose, c'est-à-dire il ressort à nouveau de l'accord de Paris où Joe Biden était revenu, et silence radio. Plus personne ne réagit, plus personne ne dit rien. Ça montre bien un peu la sorte de paralysie qui est la marque des uns et des autres aujourd'hui face à Donald Trump. Mais sur ce dossier, de l'environnement, justement, où on voit des dérégulations massives arriver sur le secteur de l'environnement, est-ce que les objectifs du pacte vert européen de la neutralité carbone en 2050 sont tenables dans un monde où les États-Unis dérégulent, relancent la fracturation hydraulique? Honnêtement, je ne saurais pas répondre parce que je ne connais pas assez le contenu du Green Deal pour répondre. En revanche, ce que je sais, c'est qu'on peut pas ne parler que des États-Unis, parce que la Chine, elle, marche à marche forcée et rapidement dans ce sens-là, dans le sens de l'environnement, etc. Donc les industries chinoises qui vont se verdir vont bientôt, peut-être un jour, damer le pion aux industries américaines qui ne l'auront pas fait. D'ailleurs, les clauses de l'accord de Paris sont, en règle générale, quand elles sont respectées aux États-Unis, elles le sont par des entreprises privées qui se mettent aux normes environnementales. Les Chinois vont vite et vont continuer d'accélérer dans cette direction. Par ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Alain tout à l'heure, tout le propos de Trump qui est énoncé de façon brutale et déplaisante, en fait, c'est la réalité euro-américaine depuis des lustres. Depuis toujours, quand vous êtes membre de l'OTAN, vous êtes prié d'acheter du matériel américain. Quand les Polonais rééquipent leur armée de l'air, avec de l'argent européen, puisqu'ils sont subventionnés et largement aidés par l'Union européenne, ils achètent des appareils américains et pas des appareils français ou des appareils européens. Et donc ça, c'est une réalité de toujours. Et quant aux tarifs, ils ont déjà été expérimentés par le même Trump dans le passé. Ils n'ont pas vraiment tourné à l'avantage des États-Unis parce que quelques années plus tard, que dit Trump? C'est effrayant, l'Europe est excédentaire. Oui, l'Europe est excédentaire dans son commerce extérieur par rapport aux États-Unis. Donc ça n'a pas fondamentalement amputé ou paralysé les industriels européens. D'autre part, la politique des tarifs, c'est très bien, ça fait effet dans l'opinion, mais ça produit de l'inflation, parce que ça renchérit tout le système. Et donc, un jour, Trump, à la suite de ces mesures, si elles vont trop loin et trop vite et trop fort, peut être très bien rattrapé par l'inflation. Or, l'inflation, c'est quand même ce qui avait puissamment affaibli Joe Biden dans l'exercice de son mandat, puisque les gens avaient en tête cette phase d'inflation qui n'avait pas été suffisamment réduite, en tout cas aux yeux des Américains. Revenons à l'Europe. Dans un article pour un think tank britannique, le Chatham House, l'ancien président de la Commission, José Manuel Barroso, estime que ces 4 années du mandat de Trump peuvent être l'occasion, je cite, de la thérapie de choc dont l'Europe aurait besoin. Il dit « L'Union a la possibilité de cesser d'être une adolescente géopolitique et de s'affirmer progressivement sur la scène mondiale aux côtés de l'Amérique et de la Chine. » Est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'Union saisisse cette opportunité, en particulier sur le plan de la défense, puisque, vous l'avez dit Alain, Donald Trump appelle les Européens à plus dépenser pour leur défense, à assurer eux-mêmes leur défense. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de se construire face à ces deux géants? Parce qu'on est mis au pied du mur finalement.
Regardons un peu les précédentes crises, les précédents chocs extérieurs subis par l'Union européenne. Et Trump est un choc extérieur à lui tout seul. Donc regardons les précédents chocs extérieurs, prenons les plus récents, si vous voulez, prenons la crise économique et financière de 2008, partie de Wall Street d'ailleurs, et qui a profondément affecté les pays de l'Union européenne, enfin l'ensemble de l'Europe en général, puisqu'on a failli sombrer dans une récession, mais on ne l'a pas fait, on l'a surmonté sans tomber dans une dépression. Ensuite, ça a produit chez nous la crise de l'euro pour certains des pays dont les comptes extérieurs étaient les plus faibles à l'époque, l'Italie, l'Espagne et encore plus la Grèce. Nous avons une crise monétaire qui aurait pu tuer l'euro. Eh bien, finalement, on a encaissé, on a géré plutôt bien cette crise, en dépit de tout ce qu'on a pu dire à l'époque. Ça a quand même été assez bien géré par l'Union européenne et par ses dirigeants de l'époque. Et puis après, arrive immédiatement après une autre crise, la pandémie aussi. Alors là, pratiquement pas vraiment de précédent. Tout s'arrête quasiment pendant 2 ans. Et pourtant, l'Union européenne en a profité pour faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, comme lever de l'argent, emprunter à son propre nom, comme distribuer elle-même les vaccins, comme les acheter en groupe. Et on peut dire que c'est ce continent qui a le mieux géré la crise de la pandémie, qui a eu le moins de morts par habitant et qui a le mieux géré la distribution des vaccins. En tout cas pour nous, on aurait pu être plus généreux pour l'Afrique et on le payera un jour. Mais voilà, on peut espérer que ce nouveau choc extérieur fasse faire des progrès à l'Europe. On dit tout le temps qu'elle ne progresse que par les crises. On verra très vite. On sera fixé dans moins d'1 an. S'il y a un accord de cessez-le-feu en Ukraine, eh bien, il faudra une force de sécurité sur le terrain, non pas pour faire la guerre s'arrêtera, mais pour dissuader la Russie de reprendre la guerre. Cette force ne sera pas américaine, Donald Trump nous l'a dit, c'est écrit, il n'y aura pas de soldats américains pour faire ce travail-là. Cette force ne sera pas une force de l'OTAN, non plus, parce que les États-Unis ne veulent pas que ça soit l'OTAN, même si cette force bénéficie du système de télécommunication de l'OTAN. Mais cette force sera constituée de soldats européens, de contingents européens. Vous pouvez imaginer la Pologne, la France, l'Italie, la Grande-Bretagne qui se joindra à nous aussi. On verra. Si demain l'Europe n'est pas capable, dans les 12 mois qui viennent et au moment où il le faudra, de mobiliser 100 000 hommes, une dizaine de divisions, il ne s'agit pas de défendre le front, il fait 1200 kilomètres. Et l'armée ukrainienne, c'est 1 million d'hommes, beaucoup mieux entraînés, beaucoup plus compétentes que toutes les autres armées européennes, en tout cas. Et donc, si on n'est pas capable, eh bien, ça sera la fin du projet européen, là, sans être catastrophiste. Si nous ne passons pas cette épreuve, qui va être comment on fait en Ukraine avec l'administration Trump, voire est-ce que nous sommes capables de remplacer, et c'est pas des sommes énormes, la part d'aide américaine qui peut être supprimée, d'aide américaine à Kiev, à l'Ukraine? On verra. Nous allons être immédiatement soumis à un nouveau test face à une crise extérieure. On peut penser, comme le dit Barroso, que on franchira cette étape dignement. Merci Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr. Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique le jeudi aussi et c'est sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.